Je m'appelle Morgan Byron. J'ai 70 ans. Et ce jour-là, le jour où tout a changé. Mes mains étaient endolories. Je serrais si fort le volant en plastique de ma camionnette de 2004 que mes jointures étaient devenues blanches. J'avais conduit pendant 10 heures d'affilée, avec des arrêts toutes les 2 heures car mon arthrite s'enflammait. 10 heures sur l'autoroute, alimentée par le café amer des stations-service et l'odeur persistante et renfermée des lys du funérarium qui semblaient imprégnées dans ma veste. Je revenais du Wyoming, un endroit que je n'avais pas vu depuis 20 ans. Je revenais d'enterrer mon père, Hector. Hector et moi, nous n'étions pas proches. C'était un homme dur, un homme de peu de mots, et la plupart étaient acérés. C'était un mineur, un homme qui croyait que l'émotion était une faiblesse, et que le rôle d'une fille était d'écouter, pas de parler. Quand j'ai épousé mon mari, il n'a pas approuvé. Quand j'ai décidé de travailler comme superviseur du contrôle qualité à l'usine automobile en Ohio, au lieu de faire des études de commerce comme il le voulait, il m'a dit que j'étais trop tendre. Il m'a dit que je gaspillais mon potentiel. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Quand son avocat m'a appelé, j'ai failli ne pas y aller. Mais Michael, que son âme repose en paix. Il a toujours cru au pardon. Même depuis son lit d'hôpital avant que la pneumonie ne l'emporte il y a 8 mois. Il a murmuré, « Vas-y, Morgan. C'est toujours ton père. » Alors j'y suis allé. Je me suis assise au fond d'une chapelle froide et vide à Laramie. Le vent dehors hurlait comme s'il était en deuil, mais à l'intérieur, il n'y avait que le silence. J'ai écouté un prédicateur qui ne connaissait manifestement pas mon père parler d'un homme que je ne reconnaissais pas. Hector Byron était un pilier de cette communauté, a-t-il dit, lisant des notes qui devaient provenir d'un texte générique. Un homme travailleur qui valorisait la tradition et la famille. J'ai presque ri. Presque. J'étais la seule famille présente. La chapelle était une de ces vieilles chapelles avec des bancs en bois qui craquaient quand on bougeait. Il y avait peut-être 5 autres personnes dispersées dans les rangées, probablement des voisins qui se sentaient obligés de venir. Personne ne m'a parlé. Après la cérémonie, après qu'ils ont descendu le simple cercueil en pin dans la terre gelée, l'avocat m'a pris à part. Harrison Cole, un jeune homme, peut-être 30 ans, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Il portait un manteau trop fin pour le froid du Wyoming et n'arrêtait pas de se balancer d'un pied sur l'autre. « Madame Byron, a-t-il dit, en me tendant une épaisse enveloppe en papier craft, j'étais l'avocat de votre père ces 5 dernières années. Il a été très précis. Il a laissé ceci pour vous. Je m'attendais à une facture. Vraiment. Peut-être une dernière lettre de déception. Un dernier rappel que j'avais été un échec à ses yeux. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Mes doigts étaient engourdis par le froid et j'ai eu du mal à ouvrir le rabat. Il y a plus, a dit Harrison doucement. Mais vous devriez lire ceci d'abord. En privé. Je ne pouvais pas encore conduire. Mes mains tremblaient trop. J'ai garé ma camionnette sur l'accotement en gravier de l'autoroute 287, le moteur tournant au ralenti, la prairie infinie s'étendant devant moi comme un océan gris. Le vent berçait doucement la camionnette, un rappel rythmique que j'étais toujours là, que je respirais toujours. J'ai déchiré l'enveloppe. Ce n'était pas une lettre. C'était un testament. Et ce n'était pas une page, c'en était 20. La première ligne m'a coupé le souffle. Moi, Hector Byron, lègue tous mes biens matériels à ma fille unique, Morgan Byron. Tous ses biens. J'ai presque ri à nouveau. Cela signifiait sa boîte à outils rouillée, son téléviseur de 10 ans et la caravane louée dans laquelle il était mort, n'est-ce pas? Mais j'ai continué à lire. Mes biens, à savoir, mes yeux ont parcouru le jargon juridique, essayant de comprendre. 3 fermes, pas une, 3. J'ai déplié le plan cadastral qu'Harrison avait inclus dans l'enveloppe. De vastes étendues de terre, des centaines d'acres, dans les hautes plaines près de Gillette. Je me souvenais vaguement de cette terre. Papa m'y traînait quand j'étais enfant, essayant de m'apprendre des choses sur les minéraux et la géologie. Je détestais ça. Pour mes yeux de 10 ans, ce n'était qu'une prairie vide et inutile. Mais la voix d'Harrison résonnait dans ma tête, me rappelant quelque chose qu'il avait dit alors que je quittais le cimetière. Madame Byron, cette terre n'est pas juste de la terre. Elle est actuellement louée à une société d'exploration de gaz naturel. Les droits miniers à eux seuls, ils sont substantiels. Et ce n'était pas tout. J'ai tourné la page, le souffle coupé.
Ma propriété située au 14 Lighthouse Road, Cutler, Maine. Une maison, papa avait une maison au bord de la mer. J'ai cligné des yeux en lisant les mots. Hector détestait l'océan. Il m'avait dit une fois que c'était trop d'eau qui essayait de vous tuer. Pourquoi posséderait-il une maison dans le Maine? J'ai sauté les descriptions légales, mes doigts tâtonnant sur la dernière page. C'était un résumé des actifs compilés par le cabinet d'avocats d'Harrison. Valeur totale estimée. Ma vision s'est brouillée. Ça ressemblait à une faute de frappe. Ça devait être une faute de frappe. 18 millions de dollars. 18 suivi de 6 zéros. 18 millions de dollars. J'ai pensé à la véranda. Cette prison de verre, froide et misérable, dans laquelle je vivais depuis 8 mois. Laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Quand mon mari est décédé si soudainement, si injustement d'une pneumonie qu'il a emportée en moins d'une semaine, ma vie s'est arrêtée aussi. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait vidé de l'intérieur et m'avait laissé creuse. Notre maison, celle que nous avions achetée ensemble il y a 40 ans, celle où nous avions élevé Robert, celle avec les rosiers de Michael dans le jardin. Elle avait été à son nom, un détail technique qui n'avait jamais eu d'importance quand nous étions jeunes, amoureux et pensions que nous vivrions éternellement. Mais cela a eu de l'importance quand il est parti. Mon fils Robert et sa femme Suzanne me l'ont expliqué gentiment. Ou peut-être pas gentiment, je ne me souviens plus. J'étais noyé dans le chagrin, à peine capable de sortir du lit. Ils ont expliqué que la maison était maintenant légalement la leur par héritage et qu'ils devaient faire quelques changements. On a des difficultés, maman, avait dit Robert, sans me regarder dans les yeux. L'hypothèque, les factures, nous devons rationaliser. Alors, à 70 ans, j'ai emménagé avec eux. Je n'étais plus une mère. Je n'étais plus une épouse. J'étais une locataire. Non, j'étais moins qu'une locataire. Au moins, les locataires paient un loyer et ont des droits. Je vivais dans leur véranda, un petit espace près de la cuisine, tout en verre et en meubles d'osier. Il y faisait un froid glacial en hiver, quand le vent de l'Ohio traversait ses fenêtres à simple vitrage comme des couteaux. Il y faisait une chaleur torride en été, quand le soleil de l'après-midi la transformait en serre. Mon lit était un canapé-lit. Le matelas était fin et les ressorts me rentraient dans le dos. Mes affaires étaient dans 2 boîtes en carton rangées sous la table de patio qu'ils utilisaient pour le stockage. Je suis devenu un fantôme dans leur maison. J'essayais de me faire petite, de ne pas être un fardeau. Je faisais ma propre vaisselle. Je pliais ma propre couverture chaque matin, la rangeant si proprement dans le canapé qu'on aurait à peine su que quelqu'un y dormait. Je gardais mes articles de toilette dans un sac en plastique que je transportais jusqu'à la salle de bain et que je ramenais. Mais j'entendais quand même les soupirs de Jenna. Je veux dire Suzanne, quand je traversais la cuisine pour aller à la salle de bain la nuit. Les lattes du plancher craquaient et j'entendais son expiration irritée depuis leur chambre à l'étage. J'ai vu Robert grimacer quand j'ai demandé si je pouvais regarder les informations du soir sur leur télé dans le salon. Ce sont de bons enfants, me disais-je. Ils sont juste stressés, juste en difficulté financière. Mais maintenant, en tenant cette enveloppe, ce cadeau impossible d'un père que je n'ai jamais compris, tout allait changer. Mon cœur, que je croyais transformé en pierre à la mort de Michael, a commencé à battre d'un espoir douloureux et inconnu. Je n'étais plus un fardeau. Je n'étais plus un fantôme. Je pouvais acheter mon propre logement. Un petit appartement, rien d'extraordinaire. Je pouvais de nouveau avoir ma propre cuisine, mon propre lit, un lit qui ne se pliait pas en deux, et je pouvais les aider. Je pouvais aider Robert et Suzanne. Je savais qu'ils étaient noyés sous les dettes. J'avais entendu les disputes chuchoter tard dans la nuit à travers les murs fins, les discussions paniquées sur les hypothèques et les cartes de crédit. Cet argent, ce miracle d'un homme que je n'ai jamais compris. Ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour nous, pour la famille. J'ai remis la camionnette en marche et je suis retourné sur l'autoroute. Le trajet de 10 heures pour rentrer en Ohio ne semblait soudain plus si long. Le paysage défilait, les montagnes cédant la place aux plaines, les plaines aux terres agricoles, les terres agricoles à l'étalement industriel gris du Midwest. Je ne retournais pas seulement à la véranda. Je revenais en sauveuse. Je me suis garé sur Cedar Street juste au coucher du soleil. Leur maison, la modeste maison de banlieue avec le porche affaissé et la pelouse qui avait besoin d'être tondue, avait l'air exactement la même peinture écaillée sur les volets, le même chemin en béton fissuré menant à la porte d'entrée.
Robert oubliait toujours de tondre le mardi. J'ai garé ma vieille camionnette au bord du trottoir, le moteur faisant un tic-tac en refroidissant. Mes mains serraient toujours l'enveloppe comme si c'était un billet de loterie gagnant. 18 millions de dollars. Je voyais tout si clairement. J'entrerais, je les ferais asseoir à cette table de cuisine rayée et je leur dirais. Je verrais les rides d'inquiétude entre les sourcils de Robert disparaître. Je verrais Suzanne me sourire vraiment pour la première fois depuis des mois. Un vrai sourire, pas cette grimace crispée et polie qu'elle me donnait habituellement. C'est bon, dirais-je. Tout va bien se passer. L'hypothèque, les cartes de crédit, tout. Je m'en occupe. Et puis, j'achèterai mon propre petit logement. Peut-être un appartement d'une chambre à quelques rues de là. Assez proche pour rendre visite, assez loin pour ne pas être un fardeau. J'organiserai des dîners du dimanche avec eux, comme Michael et moi en avions l'habitude. Je cuisinerai le rôti de bœuf préféré de Robert. Peut-être que Suzanne et moi pourrions même devenir amis. Ma main a atteint la poignée de la porte. Et puis je l'ai entendu. J'étais sur le point de frapper quand les voix m'ont arrêté. La voix de Suzanne, aiguë et en colère, traversant le bois fin de la porte d'entrée comme une lame. Robert, je te le dis, je n'en peux plus. Je me suis figé. Ma main est restée en l'air, mes jointures à quelques centimètres de la porte. Il erre dans la maison comme un fantôme, a-t-elle dit. Sa voix était d'une clarté cristalline. Il est toujours là. J'ai l'impression de diriger une œuvre de charité, pas une maison. Attendez, Mon esprit a bafouillé. Puis j'ai réalisé qu'elle parlait d'eux. Elle pensait que j'étais un homme. Non. Non. Elle voulait dire. Mon sang s'est glacé en comprenant. Elle parlait de moi. Utilisant juste le mauvais pronom dans sa colère. Ou peut-être que Robert l'avait corrigé et que je l'avais manqué. Ou peu importe. Ce qui comptait, c'est ce qu'elle a dit ensuite. Elle se traîne. Elle soupire. Je ne peux même pas prendre mon café en paix sans qu'elle rôde. Jenna, s'il te plaît, baisse la voix. La voix de Robert, étouffée et fatiguée. C'est ma mère. Elle est en deuil. Elle n'a nulle part où aller. Suzanne, je devais arrêter de penser à elle comme Jenna, c'était une personne entièrement différente. Elle a laissé échapper un rire. Ce n'était pas un rire. C'était un aboiement court et amer. En deuil. Nous sommes tous en deuil. Nous étions en deuil quand nous avons dû vendre sa maison. Nous sommes en deuil maintenant que nous sommes fauchés à cause d'elle. Mais nous avons nos propres vies à vivre, Robert. Nous avons des factures à payer. Elle a fait une pause. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. Son 71e anniversaire est le mois prochain, a poursuivi Suzanne, sa voix soudainement plate et décisive. Nous lui dirons à ce moment-là. Nous devons le faire. Me dire quoi? Lui dire quoi? Suzanne. La voix de Robert était faible. Il savait déjà. Il avait juste peur de l'entendre. Que nous lui avons trouvé une place. Golden Meadows a une place de libre. C'est propre. C'est sûr. C'est ce que nous pouvons nous permettre. L'enveloppe dans ma main m'a soudain semblé être un bloc de glace. Golden Meadows. Je connaissais ce nom. Tout le monde dans notre coin de l'Ohio connaissait ce nom. Ce n'était pas un Golden quelque chose. C'était l'établissement géré par l'État. Le long bâtiment bas en briques près de l'autoroute, avec la clôture en grillage autour du patio en béton. Celui qui sentait l'eau de javel et les légumes bouillis quand on passait en voiture avec les fenêtres baissées. Ce n'était pas une résidence assistée. Ce n'était pas une communauté de retraités avec du shuffleboard et des clubs de lecture. C'était le terminus. L'endroit où l'on allait quand on n'avait pas d'argent et personne qui voulait de vous. L'endroit où les gens allaient pour mourir. Suzanne, c'est, balbutia Robert. C'est un hospice. C'est ce que nous pouvons nous permettre, a-t-elle cassé. C'est un gouffre financier, Robert. Elle voulait dire, elle. Elle ne contribue en rien, a continué Suzanne, sa voix montant. Elle reste juste assise dans cette véranda, à manger notre nourriture, à faire grimper notre facture d'électricité, à nous coûter de l'argent que nous n'avons pas. C'est elle ou nous, et je nous choisis. Fin de la discussion. Ma main est tombée de la porte.
L'enveloppe dans mon autre main, celle avec 18 millions de dollars, pesait soudain 1000 kilos. Il prévoyait de me jeter. La femme qu'il pensait être un fardeau vieux, fauché et inutile, revenu des funérailles de son père avec rien d'autre que des dettes. Un sentiment froid et dur s'est installé dans ma poitrine, remplaçant l'espoir que j'avais ressenti quelques instants auparavant. Ils voulaient voir à quel point j'étais un fardeau. J'allais leur montrer. Ma main est restée posée sur le cadre de la porte, mais je n'ai pas frappé. Je ne suis pas entré. Au lieu de cela, j'ai reculé doucement. Mes pieds ont trouvé les marches du porche, puis le chemin en béton fissuré, puis le trottoir. Je suis remonté dans ma camionnette, je me suis assise au volant, j'ai fixé mes mains usées sur le volant. Le tissu bon marché de mon manteau était chaud de la chaleur de mon corps, mais le papier à l'intérieur de l'enveloppe semblait étranger, lourd, plus lourd que du simple papier. Il me semblait être une arme. J'ai pensé à ce qui venait de se passer, à la conversation que je n'étais pas censé entendre. Golden Meadows. Gouffre financier. C'est elle ou nous. Quelque chose en moi, quelque chose qui était en sommeil depuis la mort de Michael, depuis que j'étais devenue petite, silencieuse et reconnaissante d'avoir simplement un toit sur la tête, a commencé à se réveiller. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était de la clarté. J'ai sorti mon vieux téléphone à clapet de la poche de mon manteau. L'écran brillait d'un bleu pâle dans l'habitacle assombri de la camionnette. J'ai fait défiler mes contacts. Il n'y avait que 5 noms. Michael, je ne pouvais pas le supprimer. Pas encore. Robert, Suzanne, Dr. Chen, mon médecin, et le dernier numéro que j'avais ajouté aujourd'hui même, Harrison Cole, avocat. J'ai vérifié l'heure, 18h47 en Ohio. Cela signifiait 16h47 au Wyoming. Mes doigts ont bougé avant que mon cerveau ne puisse rattraper. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois. Allô, la voix d'Harrison, légèrement surprise. Madame Byron? Monsieur Cole, ai-je dit, et j'ai été surprise de la fermeté de ma voix. J'ai besoin de votre aide. Bien sûr. Est-ce que tout va bien? Avez-vous des questions sur la succession? J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, ai-je dit, en regardant les lumières s'allumer dans le salon de Robert et Suzanne. Je pouvais voir leurs ombres bouger derrière les rideaux. J'ai besoin que vous vendiez une des fermes, la plus petite, et j'ai besoin que vous le fassiez maintenant. Il y eut une pause au bout du fil. Madame Byron, vendre une propriété comme celle-là prend du temps. Même une vente rapide nécessiterait. Je me fiche du temps que ça prend habituellement, ai-je interrompu. Trouvez quelqu'un qui la veut. Trouvez quelqu'un qui la veut assez pour agir vite. Dites-leur que je leur ferai un bon prix. J'ai besoin de l'argent liquide et je le veux dans une fiducie irrévocable, à laquelle seul moi peux accéder. Pouvez-vous faire ça? Une autre pause, plus longue cette fois. Madame Byron, la voix d'Harrison était prudente. Puis-je vous demander ce qui se passe? Il prévoit de me mettre dans un hospice, ai-je dit doucement. Un établissement géré par l'État, Golden Meadows, et je dois m'assurer que quoi qu'ils fassent, ils ne pourront pas toucher à cet argent. Ni en tant que mes tuteurs, ni avec ma procuration, ni en aucune façon. Je vois. Sa voix a changé, est devenue plus nette, plus professionnelle. Je peux faire ça. Je connais quelqu'un qui essaie d'acheter cette parcelle depuis plus d'1 an. Votre père a toujours refusé. Si vous êtes prête à vendre à un prix raisonnable, je peux avoir les documents prêts pour demain matin. Faites-le, ai-je dit. J'en demande 4,5 millions de dollars, même si elle vaut plus. J'ai besoin que ce soit fait. Considérez que c'est fait. Et Madame Byron? Oui. Je suis désolé. Je suis désolé que vous traversiez cela. J'ai fermé les yeux. Protégez juste l'argent, Monsieur Cole. Assurez-vous qu'ils ne puissent pas y accéder. Ils ne le pourront pas. Je vous le promets. J'ai terminé l'appel et je suis resté assise dans l'obscurité de la camionnette. 4,5 millions de dollars bientôt verrouillés là où Robert et Suzanne ne pourraient jamais les toucher. Et j'avais encore 13,5 millions de dollars de propriétés dont ils ignoraient l'existence. Mais ils n'avaient pas besoin de savoir tout ça. Pas encore. D'abord, je devais voir exactement jusqu'où allait leur cruauté. J'ai pris l'enveloppe, les plier soigneusement et les glisser profondément dans la poche intérieure de mon manteau. Puis, j'ai lissé mes cheveux,
pris une grande inspiration et suis retourné vers cette porte d'entrée. Cette fois, j'ai frappé. Les voix à l'intérieur se sont tues instantanément. J'ai entendu des pas précipités. La porte s'est ouverte et Suzanne était là, le visage rouge, les yeux trop brillants. « Oh, maman, tu es de retour. » Elle s'est écartée rapidement, ses mains s'agitant. « On ne t'a pas entendu arriver. »« Entre. Entre. » Comment s'est passé le trajet? Je suis passé devant elle en traînant des pieds dans le couloir, laissant mes épaules s'affaisser, rendant mes mouvements lents et fatigués. Long, ai-je dit doucement. Très long. Robert est apparu de la cuisine, le visage pâle et coupable. Salut, maman. Comment? Comment ça s'est passé? L'enterrement? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je les ai laissés me regarder, là, une vieille femme fatiguée dans un manteau usé, ne tenant rien d'autre que le chagrin qu'ils pouvaient voir sur mon visage. C'est fait, ai-je finalement dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Il est parti. L'expression de Suzanne a changé pour devenir quelque chose qui aurait pu être de la sympathie si je ne savais pas mieux. Oh, ma chérie. Bien sûr. Tu dois être épuisée. Laisse-moi te chercher de l'eau. As-tu mangé? J'ai secoué la tête lentement. Moins j'en disais maintenant, mieux c'était. Robert s'est avancé et pendant un instant, juste un instant, j'ai vu mon petit garçon sur son visage. L'enfant que j'avais élevé, celui qui pleurait quand il s'écorchait le genou, celui à qui j'avais appris à faire du vélo. Viens t'asseoir, maman, a-t-il dit doucement. S'il te plaît. Ils m'ont guidé jusqu'à la table de la cuisine, la même surface rayée où, quelques jours plus tôt, ils planifiaient mon exil. Je me suis assise lourdement, et Suzanne a même tiré la chaise pour moi comme si j'étais une invalide. Elle a versé de l'eau dans un verre, mon verre, le gobelet en plastique qu'il m'avait donné à utiliser, et l'a posé devant moi. Prends ton temps, a-t-elle dit, s'asseyant en face de moi. Robert se tenait près du comptoir, les mains dans les poches. Ils attendaient. Ils attendaient en fait que je donne l'information de moi-même. Finalement, après une longue gorgée d'eau, j'ai parlé. L'avocat était là, ai-je dit lentement. Après l'enterrement, Harrison Cole, il m'a donné des papiers. Suzanne s'est légèrement penchée en avant. J'ai vu ses mains se crisper sur la table. Des papiers, a-t-elle demandé, sa voix soigneusement neutre. À propos de la succession, ai-je continué. À propos de ce que mon père a laissé. L'air dans la cuisine a changé, est devenu chargé. Suzanne ne faisait même plus semblant d'être sympathique. Ses yeux étaient concentrés, vifs. Et, a demandé Robert, sa voix légèrement cassée. J'ai laissé le silence s'étirer. Je les ai laissés se tortiller. Puis j'ai livré le mensonge que j'avais répété dans ma tête pendant ce long trajet de retour. J'ai bien peur, ai-je commencé, puis j'ai laissé ma voix se briser. J'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Le visage de Suzanne est devenu très immobile. De mauvaises nouvelles? Quel genre de mauvaises nouvelles? J'ai baissé les yeux sur mes mains, usées et tachetées par l'âge. Des mains qui avaient travaillé 40 ans dans cette usine automobile. Des mains qui avaient tenu mon fils bébé. Des mains qui avaient tenu celle de Michael alors qu'il rendait son dernier souffle. La succession, ai-je dit doucement. Le testament? Ce n'est pas ce que tout le monde attendait. Robert s'est approché, son ombre tombant sur la table. Que veux-tu dire, maman? J'ai fait trembler ma voix. Ce n'était pas difficile. 8 mois de deuil m'avaient appris à avoir l'air brisé. Il n'y a rien, ai-je murmuré. En fait, c'est pire que rien. La cuisine semblait rétrécir. Je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge sur le mur. Rien, a répété Suzanne lentement, chaque syllabe nette, dangereuse. Il avait 3 fermes, ai-je continué, fixant la surface rayée de la table, mais elles ne valaient rien, juste des terres vides, et il les a hypothéquées il y a des années, a contracté d'énormes prêts sur les 3 propriétés. J'ai laissé cela infuser, observant le visage de Suzanne du coin de l'œil. L'avocat, Harrison, il m'a montré les papiers. Les banques vont les reprendre. Toutes. Il ne reste rien. Robert a émis un son comme s'il avait reçu un coup de poing. Il s'est affaissé contre le comptoir de la cuisine. Mais Suzanne n'était pas déçue. Elle était furieuse. Alors, tu es en train de me dire,
a-t-elle dit, sa voix dangereusement basse, que tu as fait tout ce chemin et qu'il n'y a rien, absolument rien. C'est pire que ça, ai-je dit. Et c'était la partie qui allait vraiment vendre le mensonge. Le coup de grâce. Je les ai regardés, j'ai écarquillé les yeux, l'air effrayé. Harrison a dit que mon père, il n'avait pas payé les impôts fonciers sur aucune de ses terres. Pas depuis plus de 5 ans. L'IRS, l'État du Wyoming, ils vont poursuivre la succession pour les arriérés d'impôts. Pause. Et en tant que seule héritière, Harrison a dit que je pourrais en être tenu responsable. J'ai regardé le calcul se faire derrière les yeux de Suzanne. Le calcul rapide et frénétique. La prise de conscience que je n'étais plus seulement un fardeau neutre, un vieux meuble à entreposer dans la véranda et dont on se débarrasserait finalement. J'étais maintenant un passif, une ancre financière sur le point de faire couler leur navire déjà en perdition. Combien, a demandé Suzanne. Sa voix était plate maintenant, froide. Il ne savait pas exactement, mais il a dit. Il a dit que ça pourrait être des dizaines de milliers de dollars. Le silence qui a rempli cette cuisine était absolu. C'était le genre de silence qui ressemble à l'air avant une tempête. J'ai baissé les yeux sur la table, jouant à la perfection le rôle de la vieille femme vaincue et brisée. Je ne sais pas ce que je vais faire, ai-je dit, laissant ma voix se casser. Ma sécurité sociale couvre à peine. J'ai laissé la phrase mourir et j'ai attendu. J'ai attendu que Robert, mon fils, mon garçon, dise « Ne t'inquiète pas, maman. On va trouver une solution. Nous sommes une famille. » J'ai attendu qu'il pose sa main sur mon épaule comme Michael l'aurait fait, mais le silence s'est juste éternisé. Robert ne voulait pas me regarder. Il fixait Suzanne, le visage pâle, attendant d'elle, attendant sa permission de parler, attendant qu'elle lui dise quoi faire. Et Suzanne ne me regardait pas non plus. Elle fixait le mur juste derrière ma tête, son visage lisse, vide, terrifiant. Elle n'avait pas l'air inquiète. Elle n'avait pas l'air triste. Elle avait l'air piégée. Et elle avait l'air dégoûtée. Finalement, Suzanne a bougé. Elle a repoussé sa chaise de la table. Les pieds ont fait un grincement violent contre le linoléum. Des dettes, a-t-elle dit, pas fort. Un sifflement. Des dettes. Robert a tressailli. Suzanne, chérie, calme-toi. Non. Elle s'est levée. Ses mains étaient serrées en poings blancs et tendues à ses côtés. Elle a finalement tourné son regard vers moi, et le masque était complètement tombé. Il n'y avait plus de belle-fille concernée. Plus de « nous sommes une famille ». Ses yeux étaient plissés, son visage blanc d'une rage si pure que c'en était presque impressionnant. « Tu te moques de moi » a-t-elle crié, et le mot a explosé dans la petite cuisine. « Tu nous dis que tu es revenu ici avec plus de dettes, avec des problèmes avec l'IRS ?» Suzanne, arrête, a plaidé Robert. Ses yeux étaient écarquillés d'une autre sorte de panique. Elle vient de perdre son père. Elle est. Je m'en fiche. Suzanne s'est retournée contre lui. Ce n'est pas ton père. C'est une sangsue. Nous l'avons accueilli. Nous lui avons donné un foyer. Notre foyer. Nous la nourrissons. Nous payons son électricité, son eau, tout. Et maintenant ça. Elle s'est retournée vers moi, tremblant de rage. Alors, tu amènes l'IRS sur notre maison en plus de tout le reste. Je ne sais pas s'ils le feront, ai-je balbutié, m'accrochant à mon rôle. La vieille femme terrifiée. Harrison a juste dit que c'était possible. Tu n'es plus seulement un fardeau, vieille femme, a-t-elle craché. Les mots étaient comme du venin. Tu es un risque. Tu es un trou noir. Tu vas nous entraîner dans ta chute. Elle respirait fort, sa poitrine se soulevant. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Le masque parfait de la femme au foyer de banlieue s'était complètement brisé. Suzanne, s'il te plaît, calme-toi, a de nouveau essayé Robert, sa voix faible. On va en parler. On trouvera une solution. N'est-ce pas, papa? Je veux dire, maman, on peut appeler l'avocat. Peut-être qu'il y a, appeler l'avocat avec quel argent, Robert, a ri Suzanne. Ce sont affreux et amers. Avec l'argent qu'il n'a pas, avec l'argent que nous n'avons pas, elle m'a pointé du doigt, son doigt tremblant. Non, non, j'en ai fini. J'en ai absolument fini. Elle s'est retournée,
le dos raide, et est sortie en trombe de la cuisine. J'ai entendu ses pas marteler les escaliers. Une seconde plus tard, la porte de la chambre a claqué. La vibration a fait trembler les verres dans le placard de la cuisine. Robert et moi sommes restés assis dans le silence affreux qu'elle avait laissé derrière elle. Il était toujours debout près du comptoir, les épaules complètement affaissées, vaincu. Il ressemblait à un ballon qui avait éclaté. Il ne voulait pas croiser mon regard. « Robert » ai-je murmuré, rendant ma voix petite, fragile. Il a juste secoué la tête. Pas vers moi, mais vers le sol, vers ses propres pieds, vers sa vie. Je devrais aller voir comment elle va, maman, a-t-il finalement dit. Sa voix était à peine audible. Elle est juste. Elle est contrariée. Elle ne le pense pas, mais il savait qu'elle le pensait, et je savais qu'elle le pensait. Il s'est retourné et est sorti de la cuisine, suivant sa femme comme un chien suit son maître. Je suis resté seul à table. La maison était de nouveau silencieuse, mais cette fois, je connaissais la vérité. Je savais ce qui se cachait derrière ce silence. Lentement, je me suis levé de la chaise. J'ai pris soin de traîner les pieds au cas où ils écouteraient. Je suis retourné dans ma prison froide de la véranda. J'ai fermé la porte coulissante en verre qui me séparait du reste de la maison. Je me suis assise sur le bord du canapé-lit, les ressorts gémissant sous mon poids. J'ai senti la bosse dure et épaisse de l'enveloppe dans la poche de mon manteau. 18 millions de dollars. Enfin, bientôt 13,5 millions de dollars une fois qu'Harrison aurait vendu cette ferme. Il n'en avait aucune idée. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui les attendait. Le lendemain matin, tout a changé. Pas de façon spectaculaire, mais silencieusement. Comme le givre qui s'insinue sur une vitre. Je suis entré en traînant des pieds dans la cuisine à 7 heures du matin. Suzanne était déjà là, vêtue de son pantalon de yoga cher et de son haut assorti. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval parfaite. Elle versait du café dans une grande tasse coûteuse. Elle n'a pas dit bonjour. Ses yeux, quand elle m'a jeté un coup d'œil, étaient plats, froids, comme si elle regardait une étrangère, ou pire, comme si elle regardait des ordures qu'elle devait sortir. Je crois que je vais me faire des toasts, ai-je dit doucement, jouant mon rôle. Le pain est dans le frigo, a-t-elle dit, sans se retourner. Et n'utilise pas plus de 2 tranches. Robert doit préparer son déjeuner. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. J'ai pris le pain, mis 2 tranches dans le grille-pain. Le grille-pain qui avait été un cadeau de mariage de Michael et moi il y a 15 ans. J'ai mangé debout au comptoir avec un verre d'eau du robinet. Le toast était sec. Je n'avais pas demandé de beurre. C'était plus sûr de ne pas le faire. Suzanne a versé son café, a ajouté une touche de crème coûteuse d'une brique que je savais coûter plus cher que tout mon petit déjeuner, et est passée juste devant moi dans le salon, comme si j'étais invisible. Après son départ, je me suis assise dans le salon dans mon vieux fauteuil, celui que Isla et moi avions acheté ensemble dans une vente de garage il y a 30 ans. Celui que Robert avait voulu jeter, mais que j'avais demandé à garder. C'est là que je l'ai vu. Sur la table basse, placée juste comme il faut, il y avait une brochure glacée, un dépliant en 3 volets. Ma vue n'est plus ce qu'elle était, mais je pouvais distinguer les mots sur la couverture, Golden Meadow, sous une photo de 2 personnes aux cheveux argentés souriantes, un homme et une femme jouant aux dames sur une pelouse parfaitement entretenue. Ça ressemblait au paradis. C'était une publicité pour l'enfer. Mon cœur martelait dans ma poitrine, mais j'ai gardé un visage neutre. Suzanne, ai-je appelé doucement. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Elle a levé les yeux de son téléphone, son visage un masque de parfaite innocence. Qu'est-ce que quoi, Morgane? Ce papier sur la table. Elle y a jeté un coup d'œil comme si elle le voyait pour la première fois. Oh, ça. Je ne sais pas. Juste du courrier qui est arrivé. Je pense que c'est pour, tu sais, les seniors. Des informations sur les options de logement. Elle m'a souri. Un sourire éclatant, faux, terrible. Ça avait l'air bien, a-t-elle dit. Juste pour planifier l'avenir, tu sais. Elle est retournée à son téléphone. Le message était clair. C'est ton avenir. Habitue-toi. Cette nuit-là, la cruauté est devenue moins subtile. J'étais dans la véranda à 18 heures, lisant un vieux livre de poche que j'avais lu une 12aine de fois.
Le même western de Louis. Les pages étaient jaunies et douces. Je l'ai senti avant de le voir. L'odeur riche et savoureuse du steak. Du vrai steak grésillant dans une poêle. J'ai entendu le grésillement, j'ai entendu Suzanne fredonner dans la cuisine. Mon estomac a gargouillé. J'avais eu des toasts pour le petit déjeuner, une banane pour le déjeuner. C'était tout. J'ai attendu. Il m'appellerait sûrement pour le dîner. Nous étions une famille, après tout. Même si les choses étaient tendues, nous mangions toujours ensemble. Mais personne n'a appelé. Je les ai entendus parler. J'ai entendu le bruit des chaises, le cliquetis de l'argenterie sur les assiettes, j'ai entendu la télé dans le salon s'allumer sur une émission de cuisine. Le volume était monté. 1 heure a passé. Les odeurs se sont estompées. Mon estomac était un nœud de faim et d'humiliation. Finalement, vers 20 h, la porte coulissante de la véranda s'est ouverte. Robert se tenait là, tenant une petite assiette. Dessus, il y avait un morceau de steak, mais c'était surtout du cartilage et de la graisse, les parties que personne ne voulait, et une cuillerée de purée de pommes de terre déjà figée et froide. « Salut, maman », a-t-il dit, sans croiser mon regard. Sa voix était trop désinvolte, trop légère. « Désolé de ne pas t'avoir appelé. Jess et moi nous sommes mis à parler et, eh bien, on en a fait assez quand même. Tiens, il m'a tendu l'assiette comme s'il donnait des restes à un chien. Je l'ai prise. Mes mains tremblaient, mais pas de faiblesse. Merci, mon fils, ai-je dit doucement. Oui. Bon, bonne nuit, maman. Il a refermé la porte, me laissant dans l'obscurité avec mon assiette de restes froids. Je suis resté assise là, sur ce canapé grumeleux, à regarder la nourriture. La viande était dure, impossible à mâcher. Les pommes de terre avaient un goût de carton. C'étaient les restes, la partie qu'ils auraient jetée à la poubelle ou donnée à un chien. Je les mangeais quand même, parce que j'avais faim, parce que je devais garder mes forces, et parce que je devais leur faire croire que j'étais brisé. C'est devenu pire. Au cours des jours suivants, les portions ont diminué. Quand Suzanne a préparé une grande marmite de soupe au poulet, je pouvais la sentir, riche et savoureuse. Robert m'a apporté un bol qui était principalement du bouillon, avec quelques tristes morceaux de céleri flottant dans un liquide aqueux. Nous sommes au régime, Morgane, a expliqué Suzanne un matin, me surprenant à regarder la marmite pleine sur la cuisinière. Sa voix était vive, enjouée. Avec ta situation et les problèmes fiscaux potentiels, nous devons tous nous serrer la ceinture. Chaque centime compte, a-t-elle dit avec un sourire. Un avertissement enrobé de sucre. Tu nous coûtes cher. Souviens-toi de ça. Puis vint le froid. La véranda avait toujours été fraîche, mais j'avais un petit radiateur électrique, un de ces modèles bon marché de chez Walmart, mais il était à moi, et il m'avait empêché de geler les nuits les plus froides. Mercredi soir, je suis allé l'allumer, j'ai appuyé sur l'interrupteur, rien. J'ai réessayé, j'ai vérifié la prise. Il était branché. Le radiateur était mort. Le lendemain matin, je l'ai mentionné à Suzanne. J'ai essayé de garder une voix légère, ne me plaignant pas, informant juste. Oh, vraiment? C'est dommage, a-t-elle dit, sans lever les yeux de son ordinateur portable. Elle jouait probablement à un jeu en ligne. Ces choses ne durent pas éternellement. Elles sont bon marché. Robert jettera un œil quand il aura le temps. Robert n'a jamais eu le temps. Les nuits sont devenues une épreuve d'endurance. Je dormais avec mon manteau. Je me réveillais raide, les os me faisant mal à cause du froid humide. Mon arthrite s'est tellement enflammée que certains matins, je pouvais à peine ouvrir mes mains. J'avais 70 ans et je gelais à mort dans la maison de mon propre fils pendant qu'ils dormaient à l'étage dans leur lit chaud et confortable. Ils essayaient de me briser, de rendre ma vie si misérable, si physiquement inconfortable que lorsqu'ils me proposeraient à nouveau Golden Meadows, lorsqu'ils me montreraient ces brochures glacées avec les personnes âgées souriantes, je les supplierais d'y aller. Mais je n'étais pas brisé. Pas encore. Jamais. Une semaine après mon retour du Wyoming, la dernière cruauté mesquine est arrivée. J'avais une petite télévision de 13 pouces dans la véranda. Une vieille chose, probablement de 10 ans, mais elle fonctionnait. C'était ma seule compagnie dans cette boîte de verre froide. Je me suis assise un soir, épuisé par le froid et la faim, et j'ai tendu la main vers la télécommande. Elle avait disparu. Pas sur la table d'appoint où je la laissais toujours,
pas par terre, pas coincé dans les coussins du canapé. J'ai cherché partout, mes doigts raides tâtonnant à travers les meubles en osier. Elle s'était volatilisée. Le lendemain matin, j'ai demandé à Suzanne, en gardant ma voix douce, non accusatrice. « Suzanne, ma chérie, as-tu vu la télécommande de ma télé ?» Elle a froncé les sourcils, se tapotant le menton en faisant semblant de réfléchir. « La télécommande ? Non. Es-tu sûr de ne pas l'avoir égarée ? » Une pause, puis avec une précision chirurgicale. « Tu as quelques oublis ces derniers temps, Morgane. » Voilà. Oubli. Le premier coup de feu tiré dans la guerre pour mon esprit. Je ne pense pas, ai-je dit prudemment. Je la laisse toujours juste sur la table. Eh bien, elle finira par réapparaître, a-t-elle dit avec un haussement d'épaule. Ou pas. Pour être honnête, le médecin dit que trop de télévision n'est pas bon pour. Elle a fait une pause, laissant le mot suspendu en l'air. Pour le déclin cognitif. Tu ferais probablement mieux de te reposer. Repose juste tes yeux, tu sais. Je suis retourné dans ma chambre. Pas de chauffage, pas de télévision, juste moi, mes livres et le froid. Je me suis assise sur ce canapé et je ne me sentais pas brisé. Je me sentais comme une pièce d'acier en train d'être forgée dans le feu. Il me martelait, essayant de me rendre faible, mais il ne faisait que me rendre plus dure, plus forte, plus déterminée. J'ai sorti l'enveloppe de la poche de mon manteau. Je l'avais gardée sur moi en tout temps, trop effrayé de la laisser quelque part où il pourrait la trouver. J'ai déplié le résumé des actifs une fois de plus. 18 millions de dollars. Ils étaient en train de geler à mort une millionnaire pour un radiateur à 20 dollars. Ils affamaient une femme qui pouvait acheter tout leur quartier. J'ai tenu ce papier dans mes mains froides et rouges et j'ai murmuré à la pièce vide et glaciale, « Vous voulez voir des oublis ? Vous voulez voir de la confusion ? Je serai la vieille femme la plus pathétique et confuse que vous ayez jamais vue, jusqu'au moment où ça comptera. » J'ai dû m'assoupir car le son qui m'a réveillé n'était pas progressif. C'était un bruit sourd et percutant qui a résonné de quelque part au-dessus de moi. Le plafond, leur chambre. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur bondissant dans ma gorge. La véranda était d'un noir absolu, à l'exception de la faible lueur du lampadaire à travers la vitre. Je pouvais voir ma propre buée se former dans l'air froid. Ma pendulette numérique bon marché indiquait 3h15 du matin. Je suis resté parfaitement immobile, à l'écoute. Puis je l'ai entendu à nouveau. Pas un bruit sourd, une voix. La voix de Suzanne. Et elle ne sifflait pas. Elle ne chuchotait pas. Elle sanglotait. « Robert, tu dois faire quelque chose. » Les mots traversaient le plafond, les murs fins de cette maison bon marché. « Tu dois le faire. » Ils ont encore appelé. Ils n'ont pas seulement appelé la maison. Ils ont appelé sur mon portable. Ma peau est devenue plus froide que la pièce ne l'était déjà. Je me suis relevé du canapé, mes articulations criant de protestation. Je n'ai pas pris la peine de mettre des chaussures. J'ai traversé pieds nus le sol carrelé glacial jusqu'à la porte coulissante en verre qui séparait ma prison de leur maison. Les stores verticaux étaient entr'ouverts, à peine. J'ai collé mon visage, mon oreille presque contre la vitre. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Suzanne ?» La voix de Robert. Je ne l'avais jamais entendu parler comme ça. Ce n'était pas faible. Ce n'était pas fatigué. C'était brisé. C'était le son d'un homme qui n'avait plus rien. « Je t'ai tout donné, » a-t-il dit, sa voix se cassant. « Je t'ai donné le reste de mon 401K le mois dernier. Tu m'as dit que c'était la dernière fois. Tu as promis que c'était la dernière fois. C'est parti, Suzanne. Tout. Il n'y a plus rien. » Mon esprit n'arrivait pas à suivre. 401K, la dernière fois, pourquoi ? Ce n'est pas parti, a crié Suzanne, mais elle a étouffé le son en un murmure désespéré et étranglé. Je peux le regagner. Je sais que je peux. C'était juste une mauvaise passe. Mon système fonctionne, Robert. Ce dernier site en ligne était truqué. J'en suis sûr. Si je peux juste faire un autre dépôt, juste 1000 de plus. Site en ligne. Regagner. Mauvaise passe. Oh mon Dieu. Le jeu. Elle parlait de jeu. Robert a ri. C'était le son le plus terrible que j'ai jamais entendu de la part de mon fils. C'était un rire sans air, sans humour.
C'était le son d'un homme mort qui rit. Suzanne, es-tu folle? Sa voix a monté. Nous n'avons pas 1000 $. Nous n'en avons pas 100. L'agence de recouvrement, ils m'ont appelé hier à mon bureau. Sur mon téléphone professionnel, Suzanne, mon patron a entendu. Chut, a-t-elle sifflé. Baisse la voix. Tu vas la réveiller. Tu vas réveiller ta mère. Je me fiche qu'elle se réveille, a rugi Robert. J'ai entendu quelque chose frapper le mur. Son poing, sa main. Qu'est-ce qu'elle va faire? Nous mettre dans son testament? Elle n'a rien. Elle est revenue avec des dettes. Des dettes, Suzanne. J'ai reculé de la vitre comme s'il m'avait giflé. Mon mensonge. Mon stupide piège parfait. Il avait fonctionné mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Nous comptions là-dessus, Robert, la voix de Suzanne était une plainte désespérée. Tu m'avais dit que son père était vieux. Tu as dit qu'il avait des propriétés. Nous comptions là-dessus. C'était notre seule issue, notre dernière chance. Eh bien, ça ne s'est pas produit, a crié Robert. Elle nous a laissés avec plus de problèmes. Elle nous a laissés avec des problèmes d'IRS, avec une responsabilité fiscale potentielle. Il y eut un long et terrible silence. Puis j'ai entendu Suzanne pleurer. Pas des sanglots de colère, des sons profonds, haletants, terrifiés. Ils vont saisir la maison, n'est-ce pas? La voix de Robert est devenue plate. Morte. Cette lettre recommandée que nous avons reçue hier. Celle que tu as dit être du courrier indésirable. Ce n'était pas du courrier indésirable, n'est-ce pas? Nous avons 30 jours, a murmuré Suzanne. Sa voix était minuscule, vaincue. Mon sang s'est arrêté. Saisi. 30 jours. Robert a continué, sa voix monotone. Jusqu'à ce qu'il mette la vie sur la porte d'entrée. Jusqu'à ce que tout le monde dans la rue le sache. Tu aurais dû y penser avant de recommencer à jouer en ligne, a dit Robert, et sa voix était si froide qu'elle aurait pu geler l'air. Avant de commencer avec les casinos en ligne. Je t'ai dit que je pouvais arranger ça, a crié Suzanne. J'étais si proche. Si proche. Tu arranges ça depuis 6 mois, a-t-il rugi en retour. Tu as arrangé mon compte de retraite. Tu as arrangé le fonds d'études des enfants que maman Isa leur avait laissé. L'argent de ma mère, Suzanne. Tu as joué le cadeau de ma mère décédée à ses petits-enfants. Je me suis éloigné de la porte, j'ai trébuché en arrière vers le canapé, je me suis assise lourdement. Ce n'était pas juste moi. Ce n'était pas juste que j'étais une vieille femme qui les gênait. Ils étaient désespérés. Ils se noyaient. Suzanne, ma belle-fille, la souriante maman de l'association des parents d'élèves, la parfaite femme au foyer. Suzanne était une joueuse en ligne. Elle avait tout joué. Leur retraite. Le fonds d'études que la femme de Michael, Isa, avait si soigneusement mis de côté pour des petits-enfants dont je n'avais même jamais connu l'existence parce qu'ils ne les avaient jamais amenés. Et Robert, mon fils, mon unique garçon, il ne l'avait pas arrêté. Il l'avait encouragé, avait nourri sa dépendance avec sa propre retraite, l'avait couverte, avait menti pour elle jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'ai soudain tout compris. Les brochures de Golden Meadows, les regards froids, les restes de nourriture. Ils n'avaient pas seulement été méchants. Ils avaient attendu. Ils avaient serré les dents pendant des mois, fixant le calendrier, priant pour que mon père meure. Ils voyaient mon voyage au Wyoming comme un jour de paix, comme leur salut. Ils n'espéraient pas que je ramène un peu d'argent supplémentaire pour aider. Ils priaient pour un coup de chance, comptaient dessus. C'était leur dernière chance désespérée. Et quand je me suis assise à cette table de cuisine il y a une semaine, quand je les ai regardés dans les yeux et que j'ai joué mon rôle, quand je leur ai dit ce beau et terrible mensonge, quand j'ai dit ce simple mot, dette, je ne les avais pas seulement déçus. J'avais détruit leur dernier espoir. J'avais été leur dernier billet de loterie, et j'étais sortie perdante. Je suis restée assise dans la véranda obscure, écoutant mon fils et sa femme sangloter ensemble dans la cuisine au-dessus de moi. Ils n'étaient plus en colère. Ils étaient juste brisés. La guerre était finie et tout le monde avait perdu. Tout le monde sauf moi. J'ai laissé le silence s'installer pendant une bonne minute. Je les ai laissés pleurer. Je les ai laissés s'asseoir dans les ruines qu'ils avaient créées. Puis j'ai sorti mon téléphone.
Le téléphone à clapet brillait d'un bleu dans l'obscurité. 3h47 du matin en Ohio. Cela signifiait 1h47 du matin au Wyoming. Je m'en fichais. J'ai fait défiler jusqu'au numéro d'Harrison et j'ai appuyé sur appeler. Une sonnerie. 2 sonneries. 3. Allô? Sa voix, ensommeillée mais instantanément alerte quand il a entendu la mienne. Madame Byron. Qu'est-ce qui ne va pas? Harrison, ai-je murmuré, en gardant la voix basse. J'ai besoin que vous fassiez autre chose pour moi. Quelque chose d'important. Bien sûr. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin que vous enquêtiez sur ma belle-fille, Suzanne Byron. Je les ai entendus parler. C'est une joueuse. Jeu en ligne. Je pense quelle est la raison pour laquelle ils perdent la maison. Elle a mentionné devoir de l'argent, quelque chose comme 220 000 $. Il y eut une inspiration brusque à l'autre bout du fil. J'ai besoin de tout savoir, ai-je continué. À quel point est-ce grave? Combien doit-elle? À qui le doit-elle? J'ai besoin de preuves, Harrison. Des munitions. Vous me demandez de mener une enquête privée sur votre belle-fille, a dit Harrison prudemment. C'est un autre niveau d'implication. Je vous demande de protéger les actifs de votre cliente, ai-je dit, ma voix vive. Cette femme essaie d'obtenir ma tutelle. Si elle est aussi désespérée, elle n'arrêtera pas. J'ai besoin de savoir à quoi je fais face. J'ai besoin de savoir exactement avec quel genre de serpent je vis. Pause. Pouvez-vous le faire, alors? Harrison a soupiré. J'ai une société que j'utilise à Cheyenne pour les vérifications d'antécédents. Ils ont des filiales partout. Ça coûtera de l'argent. J'ai 18 millions de $, Harrison, ai-je dit sèchement. Découvrez. Découvrez tout. Et vite. Je m'en occupe, a-t-il dit. La vente du terrain, la fiducie, l'enquête. Madame Byron, restez en sécurité et restez silencieuse. Jouez le jeu, ne vous inquiétez pas, ai-je dit, en regardant mon reflet fantomatique dans la vitre sombre. Je suis juste une vieille femme confuse. Je ne saurais même pas signer mon propre nom, n'est-ce pas? J'ai refermé le téléphone. Quand je suis entré en traînant des pieds dans la cuisine le lendemain matin, Suzanne était déjà là. Elle avait l'air terrible. Ses yeux étaient rouges et gonflés, sa peau marbrée. Elle avait pleuré toute la nuit, mais quand elle m'a vu, quelque chose a changé sur son visage, s'est durci. Bonjour, Morgane, a-t-elle dit. Sa voix était plate. J'ai cligné des yeux, jouant la confusion. Bonjour, ma chérie. J'ai cru entendre des bruits la nuit dernière. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, a-t-elle dit sèchement. Nous avions juste des choses à discuter. Robert est descendu des escaliers. Il avait l'air pire que Suzanne, comme s'il n'avait pas dormi du tout. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage tiré. Bonjour, maman, a-t-il marmonné. Robert, mon chéri, ai-je dit, laissant ma voix trembler. Tu te sens bien? Tu as l'air fatigué. Je vais bien, maman. Juste le stress du travail. Ils se tenaient là dans la cuisine, tous les deux, et je pouvais sentir le changement. Quelque chose avait changé pendant la nuit. Une décision avait été prise. Suzanne a versé du café, ses mouvements vifs et colériques. Elle a tendu une tasse à Robert, ne m'en a pas proposé. Puis elle s'est tournée vers moi, et ses yeux étaient calculateurs. Froid. Morgane, a-t-elle dit, Robert et moi avons parlé de ta situation, des dettes et des problèmes fiscaux potentiels. J'ai écarquillé les yeux, me faisant paraître vulnérable. Oh. Nous sommes très inquiets pour toi, a-t-elle continué, chaque mot soigneusement choisi. Tu es sous beaucoup de stress. Tu oublies des choses. Tu ne manges pas bien. Tu es clairement dépassé. Robert a enchaîné, pile au bon moment. Nous pensons que tu as besoin d'aide, maman. D'une aide professionnelle. Mon cœur a commencé à battre la chamade, mais j'ai gardé un visage neutre, confus. De l'aide? Quel genre d'aide? Suzanne s'est approchée, s'est assise en face de moi à table, a mis son visage inquiet, le masque qu'elle portait si bien. Nous avons trouvé quelqu'un, a-t-elle dit doucement. Un médecin, le docteur Greg Smith.
C'est un ami de la famille. Il est spécialisé dans les problèmes de santé des personnes âgées, et dans les gens qui se sentent dépassés. Voilà. Dr Smith. Je me souvenais de ce nom maintenant. L'homme de leur barbecue du 4 juillet il y a 2 ans. Celui qui buvait de la bière et riait trop fort de sa partie de golf. Ce n'était pas un gériatre. C'était un psychologue. Ils n'amenaient pas un médecin pour vérifier ma tension artérielle. Ils amenaient quelqu'un pour signer un papier. Un papier qui dirait « Morgan Byron est confuse, désorientée, oublieuse, incapable de gérer ses propres affaires ». Un papier qui serait joint à une requête de tutelle d'urgence qu'il déposerait au palais de justice demain midi. D'ici demain, je ne serai plus Morgan Byron. Je serais une pupille, une tirelire, un distributeur automatique que Suzanne pourrait piller. Ils auraient accès à ma pension, à ma sécurité sociale, et puis, oh mon Dieu, alors ils déposeraient les papiers. Ils auraient accès à tout. Ils découvriraient l'héritage. Suzanne ne se contenterait pas de rembourser ses dettes, elle toucherait le plus gros jackpot de sa misérable vie de dépendante. Je devais jouer ça parfaitement. J'ai laissé ma lèvre inférieure trembler, mes yeux s'écarquillaient de peur enfantine. Un médecin, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de médecin. Je suis juste fatigué, Suzanne. Juste froide. Chut. C'est bon, a roucoulé Suzanne, tendant la main sur la table pour me tapoter la main. Sa paume était chaude. La mienne était glacée. Ce n'est pas une vraie visite chez le médecin. C'est juste une conversation. Il va juste te poser quelques questions sur ta mémoire, sur comment tu te sens. Elle a souri de ce terrible sourire. C'est juste une formalité pour les assurances. Tu comprends, n'est-ce pas? Mensonge sur mensonge sur mensonge. Je ne veux pas, ai-je murmuré, essayant de retirer ma main, rendant ma protestation faible, inefficace. La voix de Suzanne s'est durcie juste une seconde, l'acier sous le velours. Morgane, ne sois pas difficile. Puis elle s'est radoucie. Nous faisons ça pour toi, parce que nous t'aimons. Le docteur Smith vient demain matin, 10 heures. Tu as juste besoin d'être ici, dans ce fauteuil, prêt à parler. D'accord? Je me suis affalé. J'ai laissé mes épaules tomber. J'ai hoché la tête faiblement. D'accord, Suzanne, ai-je murmuré. Si tu penses que c'est mieux. C'est ce que nous pensons, a-t-elle dit fermement. Elle s'est levée. Mission accomplie. Maintenant, va te reposer. Grande journée demain. Elle et Robert ont quitté la cuisine. Je les ai entendus parler à voix basse dans le salon, planifiant, se préparant. Cette nuit-là, après qu'ils se soient couchés, je l'ai entendu à nouveau, le clic métallique silencieux de la serrure sur la porte coulissante en verre. Il m'avait enfermé, au cas où la vieille femme confuse déciderait de partir en balade avant que le médecin n'arrive. Je suis resté assise là dans le noir sur ce canapé grumeleux, le froid s'infiltrant dans mes os. Le piège final était tendu. L'évaluation était dans moins de 15 heures. Mais il ne savait pas ce que je savais. Il ne savait pas qu'Harrison travaillait toute la nuit pour enquêter sur la dépendance au jeu de Suzanne. Il ne savait pas que 4,5 millions de dollars reposaient en sécurité dans une fiducie irrévocable. Il ne savait pas que j'avais encore 13,5 millions de dollars de propriété. Il pensait que j'étais une vieille femme effrayée avec rien d'autre que des dettes et la démence. Demain, le docteur Greg Smith franchirait cette porte à 10 heures précises, et demain il découvrirait à quel point ils avaient tort. J'ai resserré mon manteau autour de mes épaules et j'ai souri dans l'obscurité. Laissez-les penser qu'ils avaient gagné. Laissez-les penser que j'étais piégé. Demain, le piège se refermerait, et ce sont eux qui seraient à l'intérieur. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment aurais-je pu? Je suis resté assis sur ce canapé-lit dans la véranda verrouillée, enveloppé dans mon manteau, regardant l'obscurité s'estomper lentement en gris, regardant les premières lueurs de l'aube se glisser sur les murs de verre gelé. Mon téléphone a vibré à 6h15. Un SMS d'Harrison, ferme vendue. Virement effectué. Fiducie approvisionnée. 4,5 millions de dollars sécurisés. Résultat de l'enquête à venir dans l'heure. Restez forte. Je l'ai lu 3 fois, puis je l'ai immédiatement supprimé. Pas de preuves. Pas encore. À 6h30, je les ai entendus s'agiter à l'étage,
le grincement des ressorts du lit, des pas, la douche qui coule. Ils se préparaient pour leur victoire. À 7 heures, j'ai entendu le clic de la serrure de la porte coulissante s'ouvrir. Suzanne est apparue, déjà habillée, le visage soigneusement maquillé. Elle avait couvert les cernes sous ses yeux avec de l'anti-cerne. Mis du rouge à lèvres. Elle avait l'air presque normale. Presque. « Bonjour, Morgane », a-t-elle dit vivement. Trop vivement. « As-tu bien dormi ?» Je l'ai regardée en clignant des yeux lentement, je me suis frotté les yeux comme si j'étais confuse sur l'endroit où je me trouvais. « C'est déjà le matin ?» « Oui, ma chérie. »« Allez, installons-toi dans le salon. Le docteur Smith sera là dans quelques heures. Nous voulons que tu sois à l'aise. » Elle m'a aidé à me lever. Elle a en fait pris mon coude et m'a guidé comme une invalide à travers la cuisine jusqu'au salon. Robert était là, debout près de la cheminée. Il portait un pantalon kaki et une chemise, habillé comme pour un entretien. Je suppose que c'en était un. « Salut, maman », a-t-il dit. Sa voix était tendue. Coupable. « Comment te sens-tu » Je me suis laissé vaciller un peu, j'ai posé la main sur le bras de mon vieux fauteuil pour me soutenir. « Fatigué » ai-je dit doucement. Si fatigué. Suzanne a gonflé un coussin derrière mon dos, a bordé une couverture sur mes jambes, jouant la belle fille attentionnée pour un public inexistant. Ou peut-être pour eux-mêmes. Peut-être avaient-ils besoin de croire qu'ils étaient les gentils dans cette histoire. Voilà, a-t-elle dit. Bien installé. Puis-je t'apporter de l'eau ? Oui, s'il te plaît, ai-je murmuré. Elle m'a apporté mon gobelet en plastique rempli d'eau du robinet, l'a posé sur la table d'appoint à portée de main. Maintenant, a-t-elle dit, s'asseyant sur le bord du canapé, se penchant en avant. Le docteur Smith va te poser quelques questions. Des questions faciles, juste sur comment tu te sens, ce dont tu te souviens. Il n'y a pas de quoi être nerveuse. Est-ce que ça va prendre longtemps, ai-je demandé, ma voix petite. Non, ma chérie, pas longtemps du tout. Juste une petite discussion. Robert s'est éclairci la gorge. Maman, nous faisons ça parce que nous nous soucions de toi. Tu comprends ça, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête lentement. J'ai laissé mes yeux se remplir de larmes. Je comprends, ai-je dit. Menteuse. Je comprenais parfaitement. Les 2 heures suivantes furent les plus longues de ma vie. Suzanne a préparé le petit déjeuner, des œufs brouillés et des toasts, mais ne m'a apporté qu'une seule tranche de toast sec. Robert a mangé à la table de la cuisine. Je les entendais parler à voix basse. Mon téléphone a de nouveau vibré à 8h47. Un autre SMS d'Harrison. Celui-ci plus long. Je l'ai lu dans la salle de bain, le seul endroit où je pouvais verrouiller la porte. Enquête terminée. C'est pire que vous ne le pensiez. Suzanne Byron, 220 000 $ de dettes de jeu sur plusieurs plateformes en ligne. Prêt sur salaire, demande de prêt falsifié en utilisant les informations de Robert. Mais pire encore, elle a contracté une deuxième hypothèque sur la maison de votre fils il y a 6 mois, 50 000 $, a falsifié sa signature, a tout perdu en un week-end, n'a pas effectué un seul paiement. La maison est déjà en procédure de saisie. Vente aux enchères prévue ce vendredi. Robert n'est pas au courant de la deuxième hypothèque. Elle l'a cachée. Ils ont 3 jours avant que la banque ne prenne la maison. Envoi de la documentation complète à votre email. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Mes mains tremblaient en supprimant le message. 3 jours. La maison était déjà perdue. Les 30 jours que Suzanne avait mentionnés, ce n'était pas une date limite. C'était la semaine dernière. Le délai de grâce était terminé. Dans 72 heures, la banque allait les mettre à la porte, eux et moi. C'est pourquoi Suzanne était si désespérée, si frénétique. Ce n'était pas seulement un plan pour se débarrasser de moi. Il ne s'agissait pas seulement de ma pension. C'était une tentative désespérée de la dernière chance. Elle espérait obtenir la tutelle, trouver des actifs, n'importe quels actifs, peut-être l'héritage qu'elle pensait que je cachais. L'utiliser pour colmater la blessure béante et saignante de leurs finances avant que Robert ne découvre qu'elle ne les avait pas seulement mis en faillite. Elle les avait rendus sans abri. Le médecin n'était pas seulement sa clé pour Golden Meadows. Il était sa clé pour la survie. La sonnette a retenti à 10 heures précises.
Suzanne a pratiquement sauté du canapé. C'est lui. C'est le docteur Smith. Elle a lissé ses cheveux, a vérifié son reflet dans le miroir près de la porte et l'a ouverte avec un sourire si éclatant qu'il aurait pu illuminer la pièce. « Greg, merci beaucoup d'être venu si vite. »« Bien sûr, Suzanne, tout pour aider. » Sa voix était douce, professionnelle, exercée. Le docteur Greg Smith est entré dans le salon et je l'ai reconnu immédiatement. La cinquantaine, des cheveux gris parfaits, un costume cher qui coûtait probablement plus cher que ma camionnette. Il portait une mallette en cuir poli. Il m'a regardé et son sourire professionnel et exercé s'est mis en place comme un masque. « Et voici Morgan », a-t-il dit chaleureusement, en tendant la main. J'ai juste cligné des yeux. J'ai laissé mes yeux devenir grands et larmoyants. Je n'ai pas pris sa main. J'ai laissé la mienne trembler sur mes genoux à la place. Son sourire n'a pas vacillé. Il a rapproché le pouf et s'est assis, se penchant en avant. Sa posture criait l'inquiétude et l'empathie. Tout était faux, tout était performance. « Morgan », a-t-il commencé, sa voix douce et apaisante comme s'il parlait à un enfant effrayé. « Je m'appelle Greg Smith. Je suis un ami de Suzanne. Je suis ici parce que Suzanne et Robert m'ont dit que vous traversiez une période très difficile. » J'ai hoché la tête. Un petit mouvement faible. « Perdre votre père. C'est une perte énorme », a-t-il continué. Et puis cette nouvelle sur sa succession, le stress financier. C'est beaucoup à gérer pour n'importe qui, n'est-ce pas? Un autre hochement de tête. Suzanne me dit que vous vous sentez un peu oublieux ces derniers temps. C'est exact? Parfois vous vous sentez confuse. Je pouvais voir le scénario se dérouler devant moi. Le piège qu'il tendait. Il me poserait des questions simples. Quelle est la date? Qui est le président? Où êtes-vous? Je répondrais, peut-être en me trompant sur quelques-unes, peut-être en semblant désorienté. Puis il déformerait la situation. Il dirait, votre famille dit que vous êtes confuse et vous semblez agité. Vous niez vos symptômes, ce qui est en soi un symptôme. C'était parfait, hermétique. Suzanne a sauté sur l'occasion. C'est bon, Morgan. Dis-le au docteur. Tu te souviens de la télécommande, comment tu ne pouvais pas la trouver? J'ai regardé le docteur Smith, ses yeux bienveillants, son sourire menteur, et j'ai pris ma décision. C'était le moment. C'est là que tout a changé. J'ai pris une lente et profonde inspiration. Puis je me suis redressé sur ma chaise, j'ai laissé ma colonne vertébrale se raidir. Quand j'ai parlé, ma voix n'était pas le faible murmure d'une vieille femme confuse. Elle était claire. Elle était froide. C'était la voix d'une femme de 70 ans qui avait dirigé le contrôle qualité dans une usine automobile pendant 40 ans, qui avait élevé un fils seul après la mort de son mari, qui avait survécu. Vous pouvez partir maintenant, Dr. Smith. La pièce s'est figée. Le sourire du Dr. Smith a vacillé, coincé sur son visage comme une pièce de machinerie cassée. Je vous demande pardon? Vous m'avez entendu, ai-je dit, mon regard fixé sur le sien, inébranlable. Vous pouvez partir. Vous n'êtes pas ici pour aider. Vous êtes ici pour signer un papier. Vous êtes ici pour commettre un parjure. Vous êtes ici pour les aider à voler ma pension et ma sécurité sociale. Son visage est passé du pâle au rouge marbré. Écoutez, Madame Byron, c'est une accusation très grave. Et c'est un crime grave, ai-je dit, ma voix tranchant à travers son esbrouffe comme un couteau. Je sais qui vous êtes, Greg. Je me souviens de vous au barbecue il y a 2 ans. Vous êtes un psychologue familial, pas un gériatre, et je ne suis pas votre patiente. Je me suis légèrement penché en avant. Alors je le répète. Vous pouvez quitter ma maison. Votre maison, a hurlé Suzanne, se levant d'un bond. C'est ma maison. J'ai tourné mon regard vers elle, lentement, délibérément. Est-ce que c'est le cas, Suzanne, ai-je demandé doucement. Ou suis-je juste quelqu'un avec une très bonne ouïe? Le mot est resté suspendu en l'air comme une lame de guillotine. Le visage de Suzanne est devenu blanc. Littéralement blanc, comme si tout le sang s'en était écoulé. Golden Meadows, ai-je dit, ai-je prononcé, chaque mot délibéré. C'est elle ou nous, et je nous choisis. Chaque mot, Suzanne. À travers la porte, j'ai entendu chaque mot. Le docteur Smith n'a pas eu besoin d'en entendre plus.
Il en avait assez vu. Il a refermé sa mallette et s'est levé si vite que le pouf a failli basculer. Je pense que je me suis trompé d'endroit, a-t-il dit rapidement. C'est clairement une affaire de famille privée. Je devrais y aller. Oui, ai-je dit. Vous devriez. Il a pratiquement couru jusqu'à la porte. Elle s'est ouverte et refermée, et il était parti. Le silence qu'il a laissé derrière lui était absolu. Juste moi, mon fils et sa femme. Robert me regardait, la bouche légèrement ouverte, le visage complètement pâle. Suzanne respirait fort, sa poitrine se soulevant, ses mains serrées en poing. Tu nous as espionnés, a-t-elle murmuré. Sa voix tremblait de rage. Non, ai-je dit calmement. J'ai écouté. Et puis pendant 8 jours, je vous ai observé. Tu as fait semblant, a crié Suzanne. Toute la semaine, tu es restée là à faire semblant d'être malade, à faire semblant d'être confuse. Je n'ai pas eu à faire beaucoup semblant, n'est-ce pas, ai-je dit. Vous m'avez facilité la tâche. La chambre froide, la télécommande volée, les restes de nourriture. Je me suis levé du fauteuil. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais forte, puissante. Tu m'as enfermée la nuit dernière, Suzanne, ai-je dit doucement. Robert, ta femme a enfermé ta mère dans une pièce comme un animal. La tête de Robert s'est tournée brusquement vers Suzanne. Quoi? Suzanne, tu l'as enfermée? C'était pour son bien, a crié Suzanne. Elle n'est clairement pas bien. Elle est sénile. Elle ment. Elle invente tout ça. Est-ce que je mens à propos de Golden Meadows, Suzanne, ai-je demandé. Elle a tressailli. A même fait un pas en arrière. Est-ce que je mens quand je dis que tu m'as traité de sangsue, de gouffre financier? J'ai fait un pas vers elle. Vous avez fait tout ça parce que vous pensiez que j'étais pauvre. Parce que vous pensiez que je ne valais rien. Parce que vous pensiez que j'étais un fardeau. Tu le es, a-t-elle craché, son sang-froid complètement parti. Tu es revenu ici avec rien d'autre que des dettes. Tu es une sangsue. Ça, ai-je dit, et ma voix était soudainement calme. Dangereusement calme. C'est là que vous vous trompez. Suzanne s'est arrêtée, la bouche encore ouverte, les yeux plissés de confusion. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que vous vous trompez, ai-je répété. Et c'est parce que j'ai menti. Robert a finalement bougé. A finalement regardé moi au lieu de sa femme. Menti? Maman, quel mensonge? Je l'ai regardé. Mon fils, mon garçon. Mon père, Hector, il ne m'a pas laissé de dette, ai-je dit. J'ai laissé chaque mot tomber comme une pierre dans une eau calme. Il ne m'a pas laissé d'impôts. Il ne m'a pas laissé rien. Un temps. Il m'a laissé 18 millions de dollars. Silence. Pas un silence tranquille. Le genre de silence qui a un poids, qui appuie sur vos tympans. La bouche de Robert s'est ouverte et fermée. Aucun son n'en est sorti. Suzanne se contentait de fixer. Son visage a traversé une douzaine d'expressions en 3 secondes. Confusion, incrédulité, choc, puis compréhension. Puis quelque chose qui ressemblait à une douleur physique. Quoi? Le mot est sorti de sa bouche comme un murmure, comme une prière. Qu'est-ce que tu viens de dire? 18 millions de dollars, ai-je répété. Ma voix était plate. Pragmatique. 3 fermes dans le Wyoming avec des baux de gaz naturel actifs et une maison au bord de l'océan dans le Maine. L'estimation de l'avocat est de 18 millions de dollars. Robert a émis un son. Une sorte de hoquet étranglé. La main de Suzanne a volé à sa bouche. Et puis. Alors le masque ne s'est pas seulement fissuré, il s'est brisé. Un son s'est arraché de la gorge de Suzanne. Pas un mot. Un cri aigu, étranglé, de joie pure et sans mélange. 18 millions, a-t-elle hurlé. Son visage, qui avait été blanc comme du papier, s'est inondé d'une couleur rouge marbrée. Robert, tu as entendu? Tu as entendu, 18. Elle a tourné si vite qu'elle a failli tomber, a attrapé les bras de Robert à 2 mains. Robert, ta mère vient de dire, tu as entendu ce qu'elle a dit? 18 millions, 18. Avant que je puisse bouger, avant que je puisse réagir, Suzanne s'est jetée sur moi, ses bras se sont verrouillés autour de mon cou dans une étreinte si serrée que je ne pouvais plus respirer. Je pouvais sentir sa laque,
son parfum cher mélangé à l'odeur aigre du désespoir et de la sueur. Tu plaisantais, a-t-elle crié dans mon épaule, sa voix étouffée. Oh, terrible, merveilleuse, terrible femme, une blague. C'est ce que c'était. Les dettes, les impôts. Tu nous jouais un tour. Elle s'est reculée, ses mains agrippant mes épaules si fort que ça faisait mal. Son visage était strié de larmes, le mascara coulant, mais ses yeux. Ses yeux dansaient, brillants, durs et calculateurs. Nous sommes riches, a-t-elle crié, en regardant Robert. Nous sommes riches. Puis elle s'est retournée vers moi, ce sourire terrifiant étiré sur son visage. Oh, maman. Oh, nous sommes tellement désolés. Tu as dû être si contrarié de penser que nous te croyions. Nous ne faisions que jouer le jeu de ta petite blague, n'est-ce pas, Robert? Elle a regardé Robert, ses yeux exigeant qu'il soit d'accord avec elle. Robert se tenait juste là, fixant, le visage complètement pâle, l'air malade. Nous savions que tu plaisantais, a continué Suzanne, sa voix retombant dans ce ton sirupeux de l'araignée à la mouche. Bien sûr que nous le savions, n'est-ce pas, Robert? Mais Robert ne célébrait pas. Il regardait sa femme. Et pour la première fois, peut-être pour la toute première fois, il voyait le monstre. Suzanne ne voulait pas me lâcher. Sa prise sur mes épaules me laissait des bleus. Tu n'as pas à aller nulle part, a-t-elle balbutié. Golden Meadows. Quelle idée idiote et horrible. Bien sûr, tu restes ici. Nous prendrons soin de toi. Nous nous occuperons de tout, ici même. Sa voix est devenue frénétique, désespérée. Nous pouvons construire une extension, une toute nouvelle aile à la maison. Nous abattrons le mur de la cuisine, te donnerons ton propre appartement, ta propre cuisine, et un chauffage. Un tout nouveau chauffage dernier cri, tout ce que tu veux. Une nouvelle voiture, nous partirons en croisière. Elle m'a de nouveau serré dans ses bras. Pas une étreinte d'amour, une étreinte de possession, comme un parasite qui venait de trouver un nouvel hôte sain et très riche. J'ai regardé par-dessus l'épaule de Suzanne mon fils. Robert observait sa femme, et il ne célébrait pas. Il avait l'air horrifié. Lentement, prudemment, j'ai posé mes mains sur les épaules de Suzanne. Je n'ai pas poussé, j'ai juste créé de l'espace, juste assez pour voir son visage. Heureuse, ai-je dit. Le mot est sorti doucement. C'est ça, Suzanne? Le bonheur? Son sourire maniaque a vacillé. Je suis juste soulagé. Nous sommes tous soulagés. Ou est-ce juste du soulagement, ai-je demandé. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. 18 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. C'est un miracle, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête frénétiquement. Oui. Oui, c'en est un. Mais je dois te demander. J'ai fait une pause. J'ai laissé la tension monter. J'ai laissé sa panique grandir. Est-ce que c'est assez? Son sourire s'est figé. Assez? Assez pourquoi? C'est 18 millions de dollars. Est-ce que c'est assez, cependant, ai-je dit, ma voix calme mais tranchante. Pour rembourser les 220 000 dollars. Les mots sont restés suspendus en l'air comme une bombe. 220 000 dollars. Si 18 millions de dollars avaient aspiré l'air de la pièce, 220 000 dollars ont apporté le gel. Le visage de Suzanne n'est pas seulement devenu pâle. Il est devenu blanc, cireux, exsangue, terrifiant. Elle ressemblait à un mannequin, à un cadavre. Robert a émis un petit son de hoquet étranglé, comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Ses yeux, qui étaient restés fixés sur sa femme avec une horreur naissante, se sont tournés vers moi. Maman, a-t-il murmuré. Sa voix tremblait. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? 200 quoi? Je n'ai pas regardé Robert. Pas encore. J'ai gardé les yeux fixés sur Suzanne. Tu m'as entendu, ai-je dit. 220 000 dollars. Ça fait beaucoup de paris sportifs en ligne, Suzanne. Ça fait beaucoup de tables de poker numériques. A balbutié Suzanne. Elle a fait un pas en arrière, sa main volant à sa bouche. Elle a regardé Robert, ses yeux écarquillés de terreur qui n'avaient rien à voir avec moi. Elle ment, a dit Suzanne. Elle est confuse. Elle est sénile.
Elle dit juste des chiffres. Est-ce que c'est le cas, ai-je demandé. Est-ce que j'invente les demandes de prêt en ligne? Celles pour lesquelles tu as falsifié sa signature, les prêts sur salaire, les marqueurs, l'agence de recouvrement qui appelle le bureau de Robert. Suzanne, a dit Robert. Sa voix n'était plus un murmure. Elle était basse, profonde, dangereuse. Suzanne, de quoi parle-t-elle? Elle ment, a hurlé Suzanne, s'éloignant de moi vers la cuisine. C'est une vieille femme amère, et elle essaie de te monter contre moi. Elle parle de la saisie, n'est-ce pas, ai-je dit doucement. N'est-ce pas, Suzanne? C'était le mot. C'était le coup fatal. Saisie. Robert s'est effondré. Ses jambes ont semblé céder. Il a trébuché en avant, loin de la cheminée. Son regard était flou. Non, a-t-il murmuré. Non, non, non. Nous sommes justes. Nous sommes juste en retard, tu as dit. Tu as dit que nous avions 30 jours de retard. Tu as dit que nous pouvions rattraper. Elle a menti, Robert, ai-je dit. Ma voix était douce maintenant. Triste. Elle n'a pas seulement pris du retard. Elle a contracté une deuxième hypothèque il y a 6 mois pour 50 000 $. Elle a falsifié ton nom sur les documents. J'ai fait une pause. Et elle a tout perdu en un week-end. Les genoux de Robert ont heurté le sol. Il n'a pas crié. Il n'a pas fait de bruit. Il est juste tombé comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Il a mis ses mains sur sa tête, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux, et il s'est balancé d'avant en arrière. Non, a-t-il murmuré au tapis. Non, non, non. Suzanne, tu avais promis. Tu m'avais promis que tu avais arrêté. Tu m'as juré. Ma retraite, le fonds d'études des enfants, l'argent de maman Isa pour les petits-enfants. Suzanne, tu avais promis. J'ai regardé mon fils se briser sur le sol de son salon. Et je me suis tourné vers Suzanne. Suzanne était maintenant adossée au comptoir de la cuisine, ses yeux allant de moi à l'homme brisé par terre. Le piège était refermé. Elle était prise. Et puis elle a explosé. La panique, les mensonges, la terreur, tout a éclaté en une rage pure et incandescente. Et alors? A-t-elle crié, sa voix se cassant. Et alors si je l'ai fait? Tu ne m'as pas donné le choix. Toi et ta mère inutile qui vivait ici, nous suçant jusqu'à la moelle. Je devais faire quelque chose. J'aurais pu le regagner. J'étais si proche. Si proche. Robert a levé les yeux du sol, des larmes coulant sur son visage. Mon Dieu, a-t-il murmuré. Oh mon Dieu, Suzanne. C'est de sa faute, a hurlé Suzanne, me pointant du doigt avec un doigt tremblant. C'est elle qui a fait ça. Elle est revenue avec ses mensonges, ses dettes, et elle a tout gâché. J'aurais pu arranger ça. J'avais juste besoin de plus de temps. C'était un animal acculé maintenant, crachant et griffant quiconque était à sa portée. Robert s'est lentement relevé. Il a regardé sa femme, l'a vraiment regardée, et j'ai vu quelque chose mourir dans ses yeux. Tu n'as pas seulement fait une erreur, a-t-il dit doucement. Tu nous as détruits. Tu as tout détruit. Et tu as essayé de détruire ma mère. La rage de Suzanne s'est dissipée aussi vite qu'elle était venue. La réalisation de ce qu'elle avait perdu, de ce qu'elle avait presque eu entre les mains, l'a frappée comme un coup physique. 18 millions de $. Ses genoux ont fléchi. Elle a glissé le long du mur, ses jambes cédant, et elle s'est juste assise sur le sol de la cuisine, entourée de la vie fausse, parfaite et saisie qu'elle avait construite. Elle a mis sa tête dans ses mains et a commencé à pleurer. Pas les cris de colère, pas les sanglots hystériques. C'était un pleur silencieux, sans espoir, le son de la défaite finale absolue. J'ai laissé le silence s'installer. Je les ai laissés tous les deux absorber ce qui venait de se passer. Puis je me suis éclairci la gorge. Ils ont tous les deux tressailli comme s'ils avaient oublié que j'étais là. Eh bien, ai-je dit. Maintenant que nous sommes tous honnêtes. Suzanne a levé les yeux, son visage un désordre de maquillage ruiné et de larmes. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, ai-je dit. Aller dans une maison où je ne gèle pas à mort. Ce que je veux, c'est ne pas être traité de sangsue par la femme qui a joué l'avenir de mon fils. Ce que je veux, c'est savoir pourquoi mon fils, mon propre fils, accepterait de jeter sa mère dans une maison de retraite gérée par l'État.
Robert a finalement bougé. Il s'est tourné vers moi, le visage creusé de honte. Maman, a-t-il murmuré. Je ne l'ai pas fait. Elle m'a dit que nous n'avions pas le choix. Elle m'a dit que si nous ne réduisions pas les dépenses, en commençant par toi, nous perdrions tout. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas pourquoi nous perdions tout. Je ne savais pas pour la deuxième hypothèque. Tu as juste pensé, ai-je dit doucement, qu'il était plus facile de se débarrasser de moi. Il n'a pas répondu. Il a juste regardé le sol, et c'était toute la réponse dont j'avais besoin. Eh bien, ai-je dit, j'ai de bonnes nouvelles pour vous deux. Suzanne a levé les yeux, cette petite étincelle pathétique d'espoir dans ses yeux. De bonnes nouvelles? Oui, tu avais raison sur une chose. Je suis un fardeau. Je suis une veuve de 70 ans vivant dans votre véranda. Je suis un problème. Je les ai regardés tous les deux. Et vous avez tellement de problèmes en ce moment. La saisie, la dépendance au jeu, la destruction complète de votre mariage. La dernière chose dont vous avez besoin, c'est d'une vieille femme confuse qui erre. Suzanne s'est précipitée sur ses pieds. Attends. On peut arranger ça. Les 18 millions, ça arrange tout. Ça rembourse la maison. Ça rembourse tout. On peut redevenir une famille, comme tu le voulais. Elle souriait à nouveau. Ce sourire éclatant, terrifiant, avide. Elle ne voyait toujours pas le problème. Elle ne voyait que l'argent. Elle voyait que le distributeur automatique avait été réapprovisionné. C'est là le problème, Suzanne, ai-je dit. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau. Ma main est passée sur l'épaisse enveloppe contenant le testament. J'ai plutôt sorti mon vieux téléphone à clapet, je l'ai brandi. Ce n'est pas nous, c'est mon argent. Les yeux de Robert se sont concentrés sur le téléphone. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je dit, que j'ai été une femme très occupée. J'ai passé un coup de fil. Quelques-uns, en fait. Le visage de Suzanne est passé de l'espoir à la lassitude. Tu as. Quoi? Cette ferme, celle qui vaut 4,5 millions. Je l'ai vendue. Ce matin, un consortium du Wyoming l'a achetée. Tu l'as vendue? La voix de Suzanne était faible. Mais où est l'argent? Il est parti, ai-je dit simplement. Parti, a-t-elle hurlé. Qu'est-ce que tu veux dire, parti? L'as-tu joué au jeu? L'ironie de la question était si épaisse que j'avais du mal à respirer. Non, Suzanne, ai-je dit, je ne suis pas comme toi. Je ne l'ai pas perdu. Je l'ai déplacé. Déplacé où? Dans une fiducie irrévocable. Une fiducie que seul moi peux toucher. Une fiducie qu'aucun fils, aucune belle-fille et aucun tuteur désigné par le tribunal ne pourra jamais atteindre. Le visage de Suzanne est devenu vide. Le sourire, l'espoir, la cupidité, tout s'est simplement éteint comme une lumière. Alors, vous voyez, ai-je dit, je suis prise en charge. J'ai 4,5 millions de dollars que vous ne pouvez pas toucher. Que personne ne peut toucher, sauf moi. J'ai commencé à marcher vers la porte d'entrée. Attends, a crié Robert, courant après moi. Maman, attends. Où vas-tu? Tu ne peux pas simplement partir. Je me suis retourné à la porte, la main sur la poignée. Si, je peux, ai-je dit. Tu avais raison, Robert. Je suis un fardeau, et j'en ai fini d'être votre fardeau. Mais la maison. Sa voix s'est brisée de désespoir. La saisie dans 3 jours. Maman, tu as l'argent. Tu peux l'arrêter. Tu peux nous sauver. Suzanne était derrière lui maintenant. Son visage un masque de supplication. Il a raison, Morgan. S'il te plaît. Nous avons fait une erreur. Une horrible erreur. Mais tu peux arranger ça. Tu es la seule à pouvoir le faire. Je les ai regardés. Mon fils, le lâche. Ma belle-fille, la prédatrice. Tous deux enfin unis, me suppliant de leur donner de l'argent. Et j'ai souri. Ce n'était pas un joli sourire. C'était le sourire de mon père, Hector, dur, froid. Oh, ai-je dit, la maison. J'avais presque oublié. P.A.
Maman, balbutia Robert. Tu n'as pas à t'inquiéter de la saisie. Je trouverai une solution. Tu n'as pas à t'en soucier non plus, mon fils, ai-je dit. C'est déjà réglé. Une vague de pur soulagement a déferlé sur le visage de Robert. Il s'est littéralement affaissé contre le cadre de la porte. Oh, Dieu merci. Maman, merci. Je savais. Je savais que tu ne le ferais pas, ne me remercie pas, ai-je dit, le coupant. Je ne l'ai pas fait pour toi. Robert a cligné des yeux. Quoi? Que veux-tu dire? Je veux dire que la banque ne va pas saisir cette maison. Suzanne a laissé échapper un sanglot de soulagement. Dieu merci. La banque ne saisit pas, ai-je dit, ma voix glaciale, parce que la banque n'est plus propriétaire de cette maison. Le soulagement de Suzanne s'est transformé en confusion. Quoi? À partir de 9 heures ce matin, ai-je dit, ma fiducie a racheté la dette. Les deux hypothèques, la première et la secrète et frauduleuse que tu as contractée, Suzanne. J'ai laissé cela s'imprégner. J'ai tout remboursé. Payé chaque centime. La banque était heureuse de vendre. Ils ont eu leur argent. Ils sont hors jeu, tu. Tu nous as sauvés, a murmuré Suzanne. Tu nous as sauvés, Morgane. Je savais. Je n'ai pas fini, ai-je dit. J'ai sorti une enveloppe de mon autre poche de manteau, celle qu'Harrison m'avait envoyée en express à une boîte postale que j'avais ouverte. Je détiens la dette, ai-je dit. Je détiens la reconnaissance de dette, ce qui signifie que je suis propriétaire de cette maison. Je suis votre propriétaire. Je suis votre créancière. Je suis la personne à qui vous devez 220 000 $, plus le solde de l'hypothèque initiale. J'ai jeté l'enveloppe sur le sol entre eux. Elle a atterri avec un bruit sourd et final. Ça, ai-je dit, c'est un avis d'expulsion de 30 jours. Je mets fin à votre bail. Vous avez 30 jours pour prendre vos affaires et sortir de ma maison. Le silence qui a suivi était comme une chose physique. Suzanne n'a pas bougé. Elle a juste fixé l'enveloppe sur le sol. Avis d'expulsion. Tu es. La voix de Robert était celle d'un étranger. Tu nous mets à la porte. Je retire des locataires qui ne paient pas de ma propriété, ai-je dit. C'est juste des affaires. Des affaires. Suzanne a soudainement retrouvé sa voix. Elle s'est jetée en avant, pas sur moi, mais sur Robert, l'a attrapé par les bras, l'a secoué. C'est notre vie, a-t-elle crié à son visage. Robert, fais quelque chose. Robert a attrapé ses poignets, a retiré ses mains de lui. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose comme de la colère dans ses yeux. Pas envers moi, envers elle. Faire quelque chose, a-t-il dit, sa voix basse. Dangereuse. Faire quelque chose, Suzanne? C'est toi qui as fait ça. Tu m'as menti. Tu as menti sur l'argent. Tu as menti sur la maison. Tu as menti sur tout. Je ne savais pas qu'elle avait de l'argent, a crié Suzanne, le griffant. Comment pouvais-je savoir? Je pensais qu'elle était pauvre. Elle ne nous entraînait pas vers le bas, a rugi Robert. C'est toi qui le faisais, avec ton jeu. Tu as joué l'argent de ma mère, l'argent que maman Isa a laissé pour les petits-enfants. Tu as joué notre maison. C'était laid. C'était cru. C'était la vérité de leur mariage qui explosait devant moi. Et puis Suzanne s'est effondrée. Elle est tombée à genoux juste là, dans l'embrasure de la porte, et a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Pas de la manipulation, juste du désespoir. Robert est resté là, regardant la femme qu'il avait épousée. La femme qui avait tout détruit. Je n'ai pas attendu plus longtemps. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air frais du matin m'a frappé le visage comme une bénédiction. Derrière moi, j'ai entendu Suzanne appeler mon nom. Morgane, s'il te plaît. Nous n'avons nulle part où aller. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte, j'ai regardé en arrière une dernière fois les deux. Un homme ruiné et une femme désespérée debout au milieu d'une maison qui n'était plus la leur. Honnêtement, Suzanne, ai-je dit doucement. Je m'en fiche. Je suis sorti, j'ai descendu le chemin en béton fissuré, passé les rosiers qui avaient besoin d'être taillés. Je suis monté dans ma vieille camionnette,
celle avec la fortune de 13,5 millions de dollars qui m'attendait encore dans le Wyoming et le Maine. J'ai démarré le moteur. En m'éloignant du trottoir, j'ai vu Robert sortir en titubant sur la pelouse, juste là, me regardant partir. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai juste continué à conduire. J'ai conduit vers l'est. Pendant 2 jours, j'ai juste conduit, je me suis arrêté dans un motel bon marché en Pennsylvanie, du genre avec des murs fins et un seau à glace en plastique. J'ai payé en espèces. Je me suis assise sur ce lit étrange et rigide, et j'ai mangé un sac de cacahuètes pour le dîner. J'avais 4,5 millions de dollars dans une fiducie et 13,5 millions de dollars de plus en biens. Et je ne m'étais jamais senti aussi seul de toute ma vie. Mais je n'étais pas une victime. Je n'étais pas un fantôme. J'en avais juste fini. Le lendemain matin, j'ai continué à conduire, suivant quelque chose que je ne pouvais nommer, une attraction que je ne comprenais pas. J'ai conduit jusqu'à ce que l'air change, jusqu'à ce qu'il cesse de sentir la terre humide de l'Ohio et commence à sentir le pain piquant et le sel froid et pur. J'ai conduit jusqu'au Maine. Je l'ai trouvé le 3e jour, 14 Lighthouse Road, Cutler, Maine. Ce n'était pas un manoir. C'était une petite maison de bardeaux gris perchée sur une falaise surplombant l'océan Atlantique. Elle était patinée, solide. Elle semblait à sa place. Elle ressemblait à Hector. J'ai déverrouillé la porte avec la clé qu'Harrison avait envoyée. L'air à l'intérieur était calme et froid, mais c'était un froid propre. Ça sentait le vieux bois et la mer. Il y avait un lit, une table solide, une bonne chaise face à l'océan. C'était plus que ce que la véranda n'avait jamais été. C'était à moi. J'ai dormi 12 heures d'affilée. À mon réveil, j'ai fait du café dans la petite cuisine. Je me suis assise sur le petit porche balayé par le vent et j'ai regardé les homardiers remonter leur casier dans la brume matinale. La vie de Morgan Byron, le fardeau, était terminée. Le jour suivant, j'ai appelé Harrison. Morgan, a-t-il dit, le soulagement inondant sa voix. Nous commencions à nous inquiéter. Où êtes-vous allé? Je suis dans le Maine, ai-je dit. À la maison. Harrison, je veux que vous vendiez tout le reste. Les 2 autres fermes. Tout sauf cette maison. Morgan, c'est plus de 14 millions de dollars. Je sais exactement ce que c'est, ai-je dit. Et je sais exactement ce que je veux en faire. Je lui ai expliqué mon plan. La fondation Michael et Hector Byron, une fondation, un organisme à but non lucratif, pas une œuvre de charité qui se contente de distribuer des chèques. Une arme juridique dédiée à une chose, fournir une aide juridique agressive et immédiate et un logement d'urgence aux personnes âgées. Pour les personnes victimes d'abus financiers, de négligence ou d'exploitation par leur propre famille. Pour chaque femme comme moi gelant dans une véranda. Pour chaque homme à qui l'on dit qu'il est oublieux pendant que ses enfants vident ses comptes en banque. Pour chaque grand-mère à qui l'on dit qu'elle est un fardeau tout en étant saignée à blanc. Nous serions leurs avocats, leurs boucliers, leurs guerriers. Quand j'ai fini d'expliquer, Harrison est resté silencieux un long moment. Mon Dieu, Morgan, a-t-il finalement dit. Sa voix était épaisse d'émotion. Hector en serait incroyablement fier. Je le pense aussi, ai-je dit, en regardant l'infini étendue d'eau grise. Je pense qu'il l'est enfin. Je suis resté assise sur ce porche longtemps après la fin de l'appel. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris mon père. Toute ma vie, je l'avais vu comme un homme dur, froid, qui travaillait dans les mines et restait à l'écart. Un homme qui désapprouvait tout ce que je faisais. Mais j'avais appris quelque chose, un secret. Il y a 60 ans, Hector Byron, un simple mineur avec à peine de l'argent, a trouvé un jeune homme dans un bar. Alfred Thorne, un homme sur le point de perdre son entreprise familiale. Et mon père a donné à cet inconnu toutes ses économies, 30 000 $, une somme impossible à l'époque. Il avait sauvé la vie d'Alfred et ne l'avait jamais dit à personne. Mon père ne l'a pas fait pour la reconnaissance. Il ne l'a pas fait pour les louanges. Il l'a juste fait parce qu'il a vu quelqu'un de vulnérable et il l'a protégé. C'était son véritable héritage. Pas les 18 millions de dollars, l'exemple. Il avait tranquillement bâti sa fortune, vivant comme un pauvre tout en étant assis sur un trésor de dragon. Mais il avait utilisé sa force non pas pour intimider, mais pour protéger. Et maintenant je comprenais ce que je devais faire de son cadeau. La fondation a mis 6 mois à se construire. C'était un travail difficile.
Un bon travail. Harrison a déménagé dans le Maine pour la diriger. J'en ai assez du vent du Wyoming, a-t-il dit avec un sourire. Je veux goûter le homard. Nous avions déjà aidé 12 personnes, arrêté 3 mises sous tutelle au tribunal, déménagé 4 personnes âgées de foyers abusifs vers des appartements sûrs et propres. Nous étions devenus les personnes qui répondent à l'appel de 3 heures du matin. Ma vie était calme maintenant. Bonne. La maison de l'Ohio s'est vendue en une journée. Je n'ai jamais demandé où Robert et Suzanne sont allés. Je n'avais pas besoin de le savoir. Mon vieux téléphone à clapet a sonné un mardi après-midi. J'ai failli ne pas répondre. Je ne reconnaissais pas le numéro de l'Ohio, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Maman? La voix de Robert, mince, rauque, comme s'il avait pleuré. Bonjour, mon fils. Un long silence douloureux. Je pouvais entendre le bruit de la circulation en arrière-plan. Des bruits de construction. Je suis dans un nouvel endroit, a-t-il finalement dit. Un petit appartement dans l'ouest de Columbus. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est propre. C'est bien, Robert. Et j'ai trouvé un travail sur un chantier de construction. Juste manœuvre, mais c'est du travail. C'est honnête. C'est bien aussi. Une autre pause. Suzanne est dans un programme résidentiel de 90 jours pour le jeu, je suis contente de l'entendre. Nous sommes séparés pour de bon, je pense. Je suis désolé, mon fils. Ne le sois pas, a-t-il dit doucement. Il fallait que ça arrive. Silence à nouveau. Le genre qui fait mal. Puis, maman, je sais que je n'ai aucun droit. Je le sais. Je n'appelle pas pour de l'argent. Je le jure. Je paie mon propre loyer. Je travaille. Je sais, ai-je dit. C'est juste. Sa voix s'est brisée. Thanksgiving est le mois prochain. Et je veux dire, je me demandais si peut-être, juste pour la journée, je pouvais venir te voir. Je conduirai. Je paierai mon essence. Je ne veux juste pas être seul, maman. J'ai regardé par la fenêtre, l'océan, cette grande étendue d'eau grise et sans fin. J'ai pensé à Hector, à Michael, à la famille que j'avais eue et à celle que j'avais perdue. La guérison n'est pas une ligne droite. C'est une route longue et difficile. Et elle doit commencer par la vérité. Il m'avait dit la vérité. Il travaillait. Suzanne était en désintoxication. Il se faisait aider. Il ne demandait pas d'argent. C'était un début. Apporte une tarte à la citrouille, mon fils, ai-je dit doucement. Maman. Sa voix s'est brisée comme s'il pleurait. Vraiment? Et ne prends pas la version bon marché du magasin, ai-je dit, ma voix rauque. Ton père détestait ça. Un son à l'autre bout du fil aurait pu être un rire. Aurait pu être un sanglot. D'accord, maman, a-t-il murmuré. D'accord, je le ferai. J'ai raccroché le téléphone. Le chemin du retour serait long pour nous deux, mais je suppose qu'il fallait bien commencer quelque part. Je suis restée assise là alors que le soleil se couchait sur l'Atlantique, peignant le ciel de rose et d'or. Mon histoire aurait pu se terminer dans cette véranda froide. J'aurais pu n'être qu'un autre dossier dans un classeur à Golden Meadows. Une autre vieille femme confuse dont la famille l'a saignée à blanc avant de passer à autre chose. Mais j'ai appris quelque chose à la dure. Parfois, les personnes les plus proches de vous, celles qui vous appellent maman, sont celles qui vous blesseront le plus. Elles voient votre chagrin comme une faiblesse, votre âge comme de la confusion, et vos économies comme leur héritage. Si vous avez l'impression d'être traité comme un fardeau, faites confiance à ce sentiment. Protégez-vous. Posez des limites, protégez vos biens, même dire un mensonge dur pour voir la vérité. Ce n'est pas cruel. C'est de la survie. Mon père m'a appris que la vraie force n'est pas seulement d'avoir de l'argent. C'est d'utiliser son pouvoir pour protéger les vulnérables. Et parfois, cette personne vulnérable, c'est vous. Si mon histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire que j'ai à raconter. J'aimerais savoir d'où vous me regardez ce soir. Quelle heure est-il dans votre coin du monde? Et dites-moi dans les commentaires, qu'en pensez-vous? On se retrouve dans la prochaine histoire.